Et en termes de chiffres, on a généré 5200 new leads en 2 mois, qu'on a renvoyé ensuite donc, dans nos fameux workflow nurturing. Et sur les nouveaux canaux d'acquisition qu'on a lancés, on a 2 médias qui ont amené chacun plus de 1000 leads, ce qui était hyper impressionnant. Et on a eu LinkedIn qui a généré 500 leads en 2 mois, avec un CPL qui était inférieur à 10 euros. Et un impact brand, même plus long-termiste, avec quasiment 2,4 millions d'impressions. Voilà, donc c'était devenu la deuxième source de génération d'MQL. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Squeeze and Scale. Et aujourd'hui, je reçois Roy, ex-directeur chez EasyEns, ex-directeur marketing chez EasyEns. Bienvenue dans le podcast. Salut Eric, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis super content d'être là. Ravi de t'accueillir. On s'est parlé il y a quelques semaines au détour d'un des nombreux cafés virtuels que je fais avec d'autres marketeurs. Et on avait fini par parler d'un truc assez fou, que tu avais fait un content à l'époque quand t'étais chez Swile. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur le contexte et les résultats. Mais moi, j'avais trouvé que au-delà de l'impact que ça avait eu, que c'était le cheminement en fait qui était plutôt à mettre en avant dans tout ça. Et ce qu'il faut savoir peut-être juste en préambule de cet épisode, c'est que on va parler d'un lead magnet, en tout cas d'une ressource que vous avez créée à l'époque, qui est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, le deuxième lead magnet le plus performant, c'est ça? Ouais, exactement. Donc voilà, moi je trouve ça canon et j'ai vraiment envie qu'on creuse ça. Pour moi, c'est exactement dans la thèse du podcast. Est-ce que tu es prêt à en parler? Allez, on est là pour ça. Bon, est-ce que tu peux nous reposer le contexte sur la situation de départ? Déjà, c'était en quelle année? C'était quoi les challenges à l'époque? À quoi il ressemblait le marché? On est l'année dernière, 2024. Euh, le challenge, c'est qu'on est sur un marché très concurrentiel en termes d'offres. Donc là, les avantages salariaux, pour ceux qui connaissent pas Swile, et aussi d'attention. Donc de manière générale sur la cible RH. Il y a beaucoup de mise en place sur du SMB. Donc le SMB, c'est des boîtes de 1 à 50 salariés et de remplacement sur du grand mid-market et du grand compte. Donc de 50 jusqu'à des dizaines de milliers. Euh, du coup, il faut hyper rapidement identifier le décisionnaire sur chaque compte et évidemment le suivre quand il bouge d'une boîte à l'autre. Donc si je te traduis ça dans un langage marketing, on va dire, j'ai besoin de créer un maximum de touchpoints, top of funnel, sur des bailleurs de journée qui sont pas toujours linéaires. Et ça permet de, un, générer du lead, et deux, d'identifier des intents pour isoler des marketing qualified leads, des MQL, et m'assurer que mes 16 les traitent en priorité. Donc à ce moment-là, tu évoquais tout à l'heure, j'ai un contenu tofu qui fonctionne très bien. Il me génère environ 7000 leads sur l'année, principalement entre début décembre et fin février. C'est là où il commence un peu à s'essouffler. Et donc, je comprends que je dois créer un asset supplémentaire euh, et à un autre moment clé de l'année pour équilibrer, on va dire, la génération de leads. Évidemment que l'idéal, c'est de le publier en septembre. Pourquoi septembre? Parce qu'en juillet et août, la génération de pipe, elle est très ralentie. Donc, je dois faire la majorité de mon objectif Q3 sur un mois, sur septembre. Sauf qu'en septembre, eh ben, mon audience, donc ici les DRH et les responsables ressources humaines aussi, sont pas du tout disposés à engager avec moi parce que eux, ils ont des enjeux hyper critiques à traiter. Mais ça, c'est qu'en discutant avec eux que je vais m'en rendre compte. Ouais, on va revenir un petit peu sur le trigger. Mais donc du coup, je comprends que tu as un marché qui est tendu, tu as la nécessité d'équilibrer, comme tu l'as dit, ta génération de leads et surtout d'avoir des leads qui sont prêts à t'écouter au moment où en fait ils téléchargent la ressource. Est-ce que tu peux donc nous dire quel est le trigger, d'où vient l'étincelle un peu de cette ressource que tu crées par la suite? Alors, je continue avec le contexte. On est fin juin de la même année. Je me rends à la conférence annuelle de l'AMDRH, donc l'Association nationale des DRH, qui réunit vraiment des DRH de boîtes de taille assez différentes pour échanger sur les enjeux de demain, voilà, de manière assez générale. Alors, qui dit fin juin dit c'est bientôt les vacances scolaires. Donc c'est le moment de prendre le temps pour traiter des sujets un peu plus profonds. Et en l'occurrence ici, c'était l'impact de l'IA sur
des enjeux démographiques, sociétaux, environnementaux, économiques, tout ce que tu veux. Et du coup, moi, j'y vais, mais avec un seul but, c'est de comprendre de quoi je vais pouvoir parler au RH en septembre. Euh, je discute avec des dizaines d'entre eux et je leur pose une question. Je leur dis, c'est quoi votre plus grand problème en ce moment? Et tous me répondent la même chose, le recrutement. Ok, mais pourquoi? Tu creuses le sujet. Parce que selon eux, il n'y a aucun talent qui veut commencer à bosser en juillet-août. Et du coup, ils se retrouvent au mois de septembre avec 3 mois d'onboarding à gérer. Donc déjà, je comprends qu'en septembre, moi, si je veux engager avec cette audience-là, il faut absolument que je prenne en compte ce contexte, ce pain. Je peux pas l'ignorer, quoi. Et ensuite, je vais assister aux conférences. Et là, il y a un truc qui me saute aux yeux. Euh, je te rappelle, le fil conducteur, c'est l'IA. Euh, et ben tous les RH, des plus jeunes aux plus chevronnés, ils étaient tous en flip total face à cette révolution. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ça va trop vite. Ils se disent, on sait être agile, mais là, ça nous dépasse. Et moi, j'étais venu en tant que marketeur. Hein, j'étais venu pour écouter, et je me retrouve dans des discussions à un peu de couloir, quoi, à leur partager des use cases potentiels RH qui pourraient mettre en place. Et sur le trajet de retour, je me dis, mais c'est quand même, il faut absolument que j'ai une posture rassurante. S'ils sont déjà dans un état de crispation, et donc faut que je sois très concret, parce que l'attention, elle est déjà là. Donc l'attention, pas l'attention en un mot, l'attention est déjà présente. Maintenant, il va falloir la libérer. Donc je dois être dans une dynamique d'accompagnement. Alors je rentre, on débrief tous ces inputs et euh, et je me dis bingo. En fait, il faut que je crée un contenu qui doit être pertinent, valorisant et actionnable pour cette audience-là spécifiquement, pour le mois de septembre spécialement. Et donc, je crée un kit de 25 templates qui sont prêts à l'emploi pour adresser les sujets RH qu'on vient d'évoquer. Donc, il y avait le recrutement, il y a aussi l'onboarding, il y a les avantages salariaux, évidemment, c'est ce que je voulais mettre en avant, la QVT, la formation. Et, euh, Et donc parmi ces templates, il y a un outil pour calculer le coût des recrutements, il y a une checklist pour réussir ces onboarding, euh, il y a un catalogue des avantages salariés, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un framework pour optimiser son budget de formation, etc., etc. Sauf que là, moi, j'ai plusieurs problèmes. C'est que déjà, moi, je suis pas expert RH, j'ai aucune légitimité pour parler recrutement, formation, fidélisation, etc. Donc, je comprends que ça sera un projet de co-marketing dès le départ. Il n'y a pas de problème. J'appelle les copains des boîtes de l'écosystème qui ont au final les mêmes enjeux lead gen que moi, hein, et qui vont aussi pouvoir capitaliser sur on va dire sur mon attractivité parce qu'ils le savent et je le répète que j'ai des taux d'ouverture intéressants, en tout cas qui font saliver pas mal de boîtes dans le B2B. Euh, Ensuite, on est début juillet déjà. Donc moi j'ai besoin que le contenu soit prêt fin août, donc il va falloir être super rapide, quoi. Autre challenge, c'est que bah, générer du lead, c'est cool, mais, mais on a dit au début que j'avais aussi besoin d'identifier des intents sur le sujet que moi je vais résoudre. Donc je fais en sorte que dans les thématiques abordées, dans ce kit-là, je puisse identifier celles où je suis pertinent et que dans le formulaire de téléchargement, je puisse ajouter un champ qui va demander en fait quelle est votre priorité de la rentrée. Et si la réponse est avantage salarié, bim, je puisse le faire on va dire un parcours express au prospect jusqu'aux mains de mon équipe sales. Donc c'est plus le l'intent, donc tu la captes plus au moment du téléchargement qu'à l'intérieur de la ressource, ou est-ce que potentiellement tu as un deuxième capteur, je dirais, Exactement. dans ta ressource?
Exactement. Si j'étais capable de le capter dès le téléchargement, c'était via le formulaire, parfait. Sinon, c'était au moment où il avait consulté un certain nombre d'assets, de contenus au sein de ce kit-là, qui traitait de mes sujets, que je pouvais renforcer le nurturing et la Hmm. qualif. Et dernier aspect qu'il y avait dans tout ce process-là, c'est que c'est bien la création du contenu, on va dire 40% du taf. Le reste, c'est les 60% restants, c'est la diffusion. Et donc, je prends le parti d'inonder le marché avec ce contenu-là. Je veux qu'il devienne la référence ultime de la rentrée. Donc, je commence à bosser avec 4 médias RH qui ont forcément des abonnés en commun, mais c'est pas grave. Je veux que vraiment tous les DRH, tous les RRH ne parlent que de ça, quoi. Sur l'ensemble du territoire, sauf ceux qui vivent dans des grottes, ils voient ce contenu-là. Et j'ajoute LinkedIn Ads qu'on n'avait pas encore, parce que c'est là que j'ai trouvé les boîtes digitalisées. C'est, je veux revenir sur la distribution. Déjà, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Patrice sur la production d'un baromètre quand il était chez Partout. Et pareil, c'était associé à un média pour amplifier la distribution et inonder le marché. Mais sur le plan de distribution en tant que tel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont bah, vous l'avez pensé? Comment est-ce que vous avez imaginé la répartition entre bah, organique et paid? Enfin, juste avoir un petit peu ta réflexion sur bah, c'est quoi un peu le niveau d'effort que vous avez mis sur cette distribution pour que ça puisse inspirer d'autres marketeurs. Là, on est clairement sur un enjeu. Alors, on parle de lead gen, certes, mais au final, on voulait traiter d'un sujet et le mettre en haut de la pile de tous les enjeux que notre cible devait traiter à ce moment-là. Donc, c'est de la génération de demandes. Et donc, pour faire cette génération de demandes-là, il y a deux manières de le faire. Tu peux le faire sur ta base existante, évidemment qu'on a fait. Hein. On a distribué ce contenu-là sur notre base actuelle, qui valait ce qu'elle valait à ce moment-là, et aussi sur des bases externes. C'est-à-dire, on s'est dit, on a la chance d'être dans un écosystème où il y a des experts, qui en l'occurrence étaient des médias, dont le taf est de constamment alimenter une base avec des contenus pertinents. Voilà. S'ils ne le font pas, s'ils faussent l'exercice et qu'ils poussent trop dans le commercial, ils perdent la légitimité auprès de l'audience comme un influenceur, quoi. Donc on s'est dit on va taper sur les deux leviers. Et ensuite, sur l'équilibre entre paid et organique, on avait une très belle base LinkedIn organique, mais qui était, on va dire, constituée en tout cas, n'était pas constituée que de notre audience cible. Donc, il fallait voir au-delà. Et c'est là où, effectivement, il a fallu absolument s'assurer que ceux qui n'avaient pas vu passer notre contenu via les différentes newsletters présentes sur le marché, qui étaient très populaires. Honnêtement, de tous les DRH avec qui j'ai pu échanger, il n'y en avait pas un qui était en isolement total et déconnecté des tendances. Mais malgré tout, comme je te dis, sur les boîtes très digitalisées, ça va être extrêmement vite. Et donc, je voulais m'assurer qu'ils le voient bien. Donc, on a rajouté une couche, effectivement, de LinkedIn Ads très segmentée. Je veux revenir sur deux aspects là avant d'avancer. Sur la partie production. Donc le timing était short. Toi, en gros, ce que tu as fait, c'était de dire voilà un peu la direction, voilà ce qu'on a besoin de mettre dans ce contenu, voilà ce qu'il faut produire. Ou enfin, comment est-ce que vous vous êtes réparti la production avec tes partenaires et enfin voilà, comment est-ce que vous avez défini les rôles de chacun je suis très curieux de savoir voilà, qu'est-ce que tu leur pitches aussi au début, c'était quoi le deal entre vous quatre, enfin est-ce que tu peux nous donner un petit peu de matière là-dessus? Bah, en fait, quand tu as un enjeu aussi court-termiste, c'est clé d'avoir des frameworks et des briefs. Donc là, en l'occurrence, j'ai un template de brief que j'avais créé en amont pour aussi bien la rédaction que la production visuelle. Et les éléments qu'il y a dedans, c'est évidemment l'objectif business. Donc en l'occurrence ici, génération de leads, mais qui était commun au final aussi bien pour moi que mes partenaires. Ensuite, la définition du segment d'audience, qui d'une part m'a aussi aidé à identifier les bons partenaires, mais sur ceux qui, comme moi, ciblaient plusieurs segments, c'était clé qu'on soit aligné sur en tout cas la manière d'adresser ces thématiques-là pour ce segment spécifique.
Donc ici, c'était les DRH de TI entre 50 et 1000 salariés, avec des équipes déjà en place, parce que ça veut dire que, un, il y a des process et deux, il y a des budgets, mais qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de recruteurs, on va dire, ou dans le milieu de la tech, les talent acquisition managers, et de responsables fidélisation, donc les fameux HRBP. Euh, Ensuite, dans ce brief-là, il y a le contexte, qui est en fait l'état d'esprit dans lequel l'audience est avant de consommer le contenu, et avec au moins un insight qui permet de justifier ce contexte-là. Donc ici, c'est tout ce que moi j'avais amené du terrain. Et pour être hyper transparent, mes partenaires n'y étaient pas sur place. Donc ils étaient, c'est ce qui m'a permis aussi de les engager, leur dire voilà ma perception des choses. Est-ce qu'on est raccord avec ça? Si oui, bah, venez, du coup, on en fait quelque chose, quoi. Et donc cet insight-là, donc c'est cette fameuse pression sur le mois de septembre et le besoin d'aller droit au but. Et du coup, l'output. Et c'est là où on s'aligne aussi entre nous. On se dit dans quel état d'esprit euh, on aimerait que l'audience soit après avoir consulté ce contenu. Donc c'est là aussi où on définit la valeur qu'on va apporter à l'audience à travers ces différents ce contenu ou ces contenus. Ouais, parce que le Et risque, c'est que en fait chacun tire un peu la couverture à soi ou soit un peu trop salesy et qu'en fait exactement. la pertinence du contenu, l'insight soit complètement dilué dans tout ça, quoi. Ouais, et exactement. Et en plus, c'est il faut être cohérent et consistant, en tout cas authentique dans toute la démarche. Donc, si on approche une cible en lui avec une promesse d'une valeur apportée via ce contenu-là, et qu'elle est et qu'il y a une fracture de confiance au moment de la consommation de ce même contenu, bah tout le monde, nous tous, on a perdu le lead. Et cette étape-là, elle est aussi fondamentale pour le point d'après, c'est la call to action. Et c'est quoi aussi le touch point suivant dans le buyer journey. Et c'est seulement à la fin, seulement après avoir cet aligné, donc nous déjà on avait rédigé le brief, ensuite on l'a challengé avec les partenaires, et c'est seulement à la fin qu'on a parlé du format. Euh, Moi je trouve, c'est mon avis, hein, mais que commencer par le format, c'est tomber dans la fausse bonne idée, quoi. Il faut qu'on fasse la vidéo, il faut qu'on lance un compte Insta, qu'on bosse avec tel influenceur, etc. Et une fois qu'on l'a, on se demande bah, qu'est-ce qu'on va faire avec. Bah, pour moi, c'est tout l'inverse. Et donc, c'est là où on s'est dit, OK, maintenant qu'on a cette série d'assets, on pourrait très bien faire un grand livre blanc, tu vois, un guide comme j'ai pu le faire par le passé, et on balance tout d'un coup. Mais comme déjà on avait plusieurs thématiques et qu'on voulait une forme d'agilité, on voulait la possibilité que ce contenu-là soit partageable, qu'il soit évidemment actionnable, mais qu'il soit partageable aussi bien en interne chez nos prospects que entre pairs. On voulait que ça fasse un maximum de bruit. Ben, on a créé une immense page Notion avec tous les contenus à l'intérieur. Donc il y avait même plus besoin de formulaire. Enfin toutes les questions, tu vois, de micro-conversion étaient devenues obsolètes parce que tu avais accès à toute cette bibliothèque. Voilà. Donc en fait, d'avoir eu cette méthodologie-là a fait qu'au final, on est arrivé avec une solution assez créative parce on avait même conscience que pour certaines boîtes qu'on approchait, Notion, c'était complètement nouveau. Donc il fallait s'assurer qu'elle puisse avoir l'accès, qu'il soit facile, qu'il soit indépendant du fait de se créer un compte, etc., etc. Ah, moi, je trouve ça génial, en fait, votre approche. Bah, c'est, encore une fois, tu as dit, faut pas commencer par le format, mais plutôt partir de l'insight, effectivement. Partir de l'insight, voir comment est-ce que tu peux faire levier. Donc là, tu as utilisé des médias et aussi bah, des sachants qui sont bah, des acteurs de ton écosystème qui ont des intérêts communs avec toi. Et ensuite, derrière, comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit viral. Donc là, comme tu l'as expliqué, bah, il y a la partie bah, Notion pour pouvoir partager, etc. Mais je trouve vraiment super intéressant. C'est vraiment tout le cheminement, je dirais, toute la matière grise que vous avez utilisée pour qu'en fait, ça soit pas un lead magnet, une ressource premium qui soit perdue, on va dire, dans la masse de la rentrée, mais au contraire qu'elle soit pertinente. Et puis aujourd'hui, c'est une ressource qui est evergreen pour vous. C'est-à-dire que vous la mettez à jour chaque année. Et donc en fait, c'est ça. C'est vous avez pensé sur quelque chose de très long terme aussi. Exactement. En fait, on se dit, en pensant saisonnalité, en se disant, alors évidemment, il y a la saisonnalité du marché, mais il y a aussi la tienne. C'est-à-dire, moi, j'ai des enjeux business, et c'est la connexion entre les deux qui fait des étincelles. Et je me suis dit, attends, c'est pas normal que dans le mois, dans la période où j'ai le plus besoin d'une du pipe, j'ai rien. Enfin, j'ai des contenus fil rouge,
mais qui n'ont aucun moment tout particulier. Et surtout, il y a la partie émotionnelle qui, au final, nous, marketeurs, on est là pour ça, pour créer un lien émotionnel. Et si on ne montre pas qu'on a compris notre audience en profondeur, bah, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc on peut être un contenu qui peut paraître intéressant, mais pas pour tout de suite. Donc il sera mis dans la corbeille à contenu qu'il faut lire à un moment donné et au final jamais consulté. Ou alors on est téléchargé par nos concurrents et qui s'en frottent les mains, quoi. C'est ça. Mais c'est comme quand tu fais de la outbound, t'as tout intérêt à contacter au bon moment. Enfin, c'est ce qui fait la différence. C'est pas tant, évidemment, le message, etc., mais c'est vraiment le timing qui est hyper important. Et là, vous vous êtes inscrit Entièrement. parfaitement dedans. Sur la partie campagne et gestion de, enfin, tu m'avais parlé de la nomenclature de la campagne pour les perfs. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et comment est-ce que vous l'avez, pareil, réfléchi? Ouais, bah ça c'est un autre framework qui est hyper important et qui doit être défini en amont de toute la réflexion de campagne. Et effectivement, cette nomenclature, elle va permettre, de traquer la performance au global, euh, par levier de diffusion également, et potentiellement par audience quand ton contenu en adresse plusieurs, ce qui n'était pas le cas ici, mais ça pourrait l'être. Et deuxièmement, ça permet de t'assurer que le contenu remplit bien le rôle que tu lui avais confié. Donc, est-ce qu'il est plutôt initiateur, passeur ou buteur? Donc moi, par exemple, mes campagnes, elles sont généralement nommées. Bon, évidemment, il y a année, pays, parce qu'on réfléchit déjà à ce qu'elle et comme on en avait beaucoup, il fallait les retrouver facilement. L'objectif, donc en l'occurrence ici, c'était newbies, mais ça pourrait très bien être upsell cross-sell, hein. Il y a d'autres campagnes qui peuvent avoir même des objectifs doublés. Le nom de la LP, en fait, le nom de l'offre, quoi, d'une certaine façon. Donc là, en l'occurrence, c'est ton contenu. Le nom du canal. Donc c'est là où ça commence à devenir intéressant parce qu'on veut que chaque source de lead vienne alimenter la bonne campagne et qu'on ait malgré tout une vue holistique sur l'ensemble de la perf. Et enfin le descriptif de l'action. Donc est-ce que c'est la campagne LinkedIn, X, est-ce que c'est tel média, etc., etc. Et ça facilite énormément le handover avec les sales derrière qui vont récupérer le lead en sachant d'où il vient et je rajoute quand même un petit descriptif dans la tâche, un peu plus complet sur le contenu, parce que forcément plus on en a, plus le sel s'y perd et c'est normal. Donc sur le contenu qui a été consommé pour que lui aussi ait le contexte. J'aime beaucoup l'approche très structurée et je pense que ça plaira aux éditeurs. Euh, j'ai peut-être, avant de parler, je dirais, des résultats, des retombées très concrètes que ça a eu pour vous, euh, toute cette masse de leads que vous générez, euh, je suis très curieux de savoir comment est-ce que bah, vous les traitiez après. Parce que j'ai vu beaucoup de boîtes aussi accumuler des tonnes de entre guillemets MQL, mais ne jamais les traiter parce que bah, ça s'entasse dans le CRM et en fait sont un peu perdus entre des séquences, etc. Donc comment est-ce que bah, vous avez euh, traité ces opportunités qui ont manifesté un intérêt pour tout ce qui est relatif aux avantages salariaux? Ouais, alors c'est un super point, effectivement. Je pense que le point de départ de tout ça, là on sort un peu du contexte de contenu, mais c'est de bien définir, de différencier les leads des MQL. Je suis encore surpris de boîtes qui n'ont pas cette distinction-là et elle est clé parce que sinon effectivement tu ramènes que du volume et les sales au-delà du fait qu'ils sont noyés dedans, ça vient perturber tous les taux de conversion et du coup leur performance. Donc c'est là en l'occurrence c'était important de différencier ceux qui avaient rempli donc dans le formulaire la priorisation de la thématique et ceux qui avaient consulté les contenus particuliers aux enjeux qu'on venait traiter. Donc cela a été transmis aux sales avec tout le contexte. Et les autres étaient renvoyés dans une boucle de nurturing, c'est-à-dire au final, tout ce que ce contenu m'avait permis de valider, c'était que le sujet RH était dans le périmètre de la personne. Mais c'est tout. Donc je m'étais constitué, je m'étais rafraîchi une base de leads. Et pourquoi c'était malgré tout nécessaire? Parce que j'avais quand même un bel historique de contact, mais qui commençait à dater un peu. Et comme je t'ai dit, il y a évidemment un enjeu d'aller chercher des nouveaux contacts sur des nouveaux comptes qu'on connaît pas, mais il y a aussi d'être constamment à l'affût des mouvements de nos personas de boîte en boîte. Effectivement, enfin c'est comme
comme les métiers du sales et du marketing, tu as quand même aussi un roulement dans les effectifs. Donc, le fait que vous ayez réussi à renouveler cette base de contact est hyper importante. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les retombées, je dirais, d'un point de vue business chiffré? Ça fait combien de leads en combien de temps cette action, en tout cas l'année 1, et qu'est-ce qu'il y a eu comme retombées annexes? Alors déjà, les KPI, c'était important aussi de définir dans le brief quels KPIs on allait mesurer. Écoute, moi, j'ai pas piloté le trafic parce que le contenu n'était pas hosté sur notre site, donc qui était en chantier de toute façon. Et deux, ce qui m'intéressait réellement, c'était les conversions et en particulier la génération de new lead et d'MQL. Donc ceux sur lesquels j'avais identifié cet intent, euh, parce qu'ici l'objectif du contenu c'était d'initier des parcours. Euh, et je voulais m'assurer qu'il remplisse bien ce rôle-là. Et ce contenu, il m'a permis aussi de lancer, comme je disais, plusieurs nouveaux leviers. Donc évidemment, je voulais valider, je voulais pouvoir valider ces nouveaux leviers ou pas. Donc j'ai regardé aussi bien les impressions pour voir si ce que le partenaire m'avait vendu se confirmait, ce qui pouvait ne pas être le cas, que les conversions par source. Et en termes de chiffres, donc on a généré 5200 new leads en 2 mois, qu'on a renvoyé ensuite donc dans nos fameux workflow nurturing. Et sur les nouveaux canaux d'acquisition qu'on a lancés, on a 2 médias qui ont amené chacun plus de 1000 leads, ce qui était hyper impressionnant. Et on a eu LinkedIn qui a généré 500 leads en 2 mois, avec un CPL qui était inférieur à 10 euros. Voilà. Et un impact brand, même plus long-termiste, avec quasiment 2,4 millions d'impressions. Voilà, donc c'était devenu la deuxième source de génération d'MQL. Ah, c'est énorme les retombées et effectivement quand on rapporte ça au fait, enfin il y a eu énormément de travail, mais quand on rapporte ça au nombre de mois, qui est en fait de 2 mois entre l'idée et la mise en œuvre, pour avoir un impact aussi énorme, je trouve que c'est assez fou. Et d'ailleurs sur la partie, est-ce que sur la partie attribution, tu vois, quand tu parles des impacts brand, comment est-ce que tu l'as mesuré? Comment est-ce que vous, chez Swile, c'est traité? C'est en first touch, c'est en last touch? C'est quoi un petit peu le modèle pour vous? Ouais, alors de manière générale, les impacts brand, c'est extrêmement compliqué à mesurer. Il y a plein de méthodes qu'on n'a pas utilisées ici, en toute transparence. Et le modèle d'attribution, effectivement, il est plus last touch, donc en l'occurrence plus compliqué à mesurer sur ce contenu-là qui était du first touch par excellence. Euh, et puis comme il venait cibler plusieurs segments, on avait des cycles qui pouvaient être différents. Sur certains, c'était, je vais pas dire la première et unique touche, mais en tout cas la campagne de conversion majeure. Quand sur d'autres, c'était une touche parmi plusieurs autres. Je vais pas dire des dizaines, mais en tout cas beaucoup plus. Et par rapport à cette campagne, est-ce que tu as eu des surprises, des choses ouais, qui t'ont surprise par rapport aux résultats, par rapport peut-être au retour que tu as eu du marché? Curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Bah, déjà, moi, j'étais super surpris parce que comme tout le monde, j'ai grandi sur cette rumeur que LinkedIn était très cher. Et en fait, on peut avoir un faible CPL sur LinkedIn. Donc pour nous, c'était en dessous de 10 euros. Mais parce que je pense que dès le brief, on savait quel était le rôle de LinkedIn dans la génération de pipe. On savait qu'on n'allait pas obtenir des demandes de démo directement. Et donc ça, c'est un premier truc. Et aussi, LinkedIn enfin cette campagne-là sur LinkedIn nous a permis de créer l'audience qui n'existait pas et d'affiner les segments au fur et à mesure. Donc pendant les 2 mois, tu vois, là, je t'ai donné le résultat au global, mais évidemment qu'il y a eu un ramp-up à prendre en compte parce qu'on a affiné l'audience semaine après semaine en excluant des noms pertinents, etc., etc. Euh, Autre chose qui m'a pas mal surpris, c'est la capacité des médias RH à nurturer leur base d'abonnés. Là, effectivement, ils ont tous leur plaquette. Alors, je parle des médias RH, mais de manière générale. Avant ça, j'ai bossé dans la Martech et j'avais le même feedback avec des médias qui arrivent avec des plaquettes très propres, avec X abonnés, X taux d'ouverture, etc.
Mais là, en l'occurrence, j'ai été surpris d'avoir des taux d'ouverture hyper élevés. Donc nous, on avait 58%, qui était plus du double de ce qu'ils avaient avec leurs autres campagnes. Et donc ça m'a surpris. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de raffiner mes forecasts parce que du coup, c'était un levier hyper fort dans le mix. Et dernier truc, tu me parlais de feedback terrain. Ouais, on a eu des feedbacks qualitatifs, soit via nos sales qui posaient la question, qui faisaient super bien leur taf, ou en direct de gens qui nous ont, alors soit dans des events, dans des échanges qu'on a pu avoir, tu vois, quand tu sollicites des clients pour des témoignages, etc. Bah, t'as un feedback, et ils te disent, déjà ils ont pris le temps de faire ce feedback-là, donc c'est toujours cool et ils te disent que ça leur a été utile, que c'était un game changer, et surtout moi ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est qu'ils disent que c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et ça tu dis bah, Là, tu sais bingo, que tu as tant mieux. réussi Enfin, ton coup, ouais, exactement. clairement. Non, mais c'est génial. Et peut-être juste deux dernières questions avant de clôturer l'épisode. Euh, à froid, là, aujourd'hui, même si les résultats année 1 étaient canons, qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement pour éventuellement optimiser la perf, l'impact? Honnêtement, je testerai les médias un à un. Ici, il y avait d'un côté toutes les étoiles étaient alignées, donc c'était génial. Le bon sujet sur une cible qui est prioritaire aux yeux du business, avec un vrai momentum à leverager, etc. Et de l'autre côté, l'urgence de générer du pipe. Euh, et donc évidemment, il a fallu aller très vite, on en a parlé, et donc il y a eu le parti pris de faire all-in sur tous les leviers. Donc l'avantage, c'est que un, ça te permet d'inonder le marché, on l'a dit, et deux, ça, tu détectes les leviers surperformants et sous-performants rapidement. Mais évidemment, tu as un manque de prise de recul qui peut engendrer d'ailleurs des risques budgétaires, hein, et qui sont pas toujours possibles pour toutes les boîtes. Nous, on avait dès le départ budgété une partie sur la diffusion de contenu. Donc on avait anticipé ce sujet-là. Et moi j'ai toujours une ligne budgétaire qui est, c'est pas une idée à moi, c'est un truc que j'ai récupéré qui s'appelle les idées de ROI quoi. Et ça te permet d'avoir un buffer où dès que tu as une opportunité comme celle-là, bah tu peux remettre un billet supplémentaire. Euh, mais voilà, moi je recommande vraiment de lancer les nouveaux canaux d'acquisition les uns après les autres. Hmm. Intéressant. Ouais, je crois que c'était aussi un des feedbacks de Patrice. Donc c'est marrant que vous vous rejoigniez là-dessus. Et peut-être dernière question, est-ce qu'il y a une entreprise où en fait, enfin, l'idée que tu as eue, qui est en fait, je vais aller sur le terrain, je vais prendre une idée et je vais en faire un contenu à forte valeur ajoutée. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu ailleurs? Est-ce qu'il y a un contenu en tout cas dans le format qui t'avait inspiré ou une entreprise qui t'avait inspiré? Ouais, il y en a deux. La première, c'est une boîte qui s'appelle Gong, qui a une stratégie de contenu qui combine tellement bien l'analyse neurologique de l'audience, comme on a pu en discuter. Et tu vois, c'est un sujet auquel je suis super sensible. Et de l'autre, une compréhension fine des enjeux business. Et donc, je me suis mis à suivre leur head of content qui Des- s'appelait Devin Devin Reed. Reed? Ouais. C'est le maître incontesté du contenu en B2B. Donc, j'ai lu son bouquin que je conseille à tout le monde qui s'appelle Content That Converts. Je loupe pas une de ses newsletters et j'utilise ses frameworks. Donc voilà, ça m'a guidé dans la méthodologie. Et ensuite, il y avait un autre contenu qui était un guide pour devenir Chief Information Officer en 100 jours. Et je m'en étais inspiré chez Easyance pour créer alors, le guide de l'e-merchandiser, c'était une de mes audiences cibles, 100 jours pour devenir data-driven. Et donc c'est pareil, c'était une suite de templates et de conseils actionnables euh, en minimisant la visibilité de marque. Voilà, donc ça a contribué, si tu veux, à voir des choses qui fonctionnaient ailleurs et qui moi en tout cas m'avaient capté à un instant T. D'où l'importance d'avoir un swipe file en tant que marketeur pour justement aller, et en plus, tu vois, d'aller choper les bonnes pratiques, mais pas forcément dans son secteur, mais aussi dans d'autres secteurs pour varier les sources d'inspiration. Ouais, parce qu'on est tous des êtres humains, hein. On fonctionne à 90% sur de l'émotionnel et après on rationalise les décisions qu'on a déjà prises. Donc au final, notre rôle de marketeur, peu importe l'audience, il peut venir s'alimenter de partout, en B2B, en B2C, dans des industries qui peuvent nous paraître complètement à l'opposé de nos enjeux, mais la méthodologie intellectuelle est exactement la même.
Eh ben, ça me va pour la conclusion. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Roy. C'était hyper instructif. Et puis, si les auditeurs veulent rentrer en contact avec toi ou te suivre, je crois que tu es assez disponible sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Roy. Eric. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.